Bon, Marie-Colline, Oui. bienvenue dans ce nouvel Merci, épisode du merci, Shift. merci. Je pense que ça doit être le 5e, quelque chose comme ça. On a déjà eu plein d'intervenants, des politiques, des pas politiques. Là, Écolo a des nouveaux coprésidents, donc ça paraissait un peu normal, évidemment, de t'inviter toi d'abord. Il y a Gilles aussi, l'autre nouveau coprésident d'Écolo, qui va venir tout à l'heure. S'il est pas en retard, il est sur LN24, Tout si je à me fait, trompe pas, c'est pour ça. une interview. Donc, vie stressante, c'est vie très prenante quand on est coprésident ou président d'un parti politique. Et justement, pourquoi toi tu as choisi cette vie? Je veux dire, est-ce que il y a 10-15 ans, à mon âge, je sais pas, j'ai 25 ans, est-ce que tu t'es dit Ça en se fait tient, je serai un jour dans un fauteuil jaune en train d'expliquer pourquoi t'es coprésidente d'un parti politique quand même important en Belgique en fait. Alors, je pense qu'il y a 10-15 ans, je m'imaginais effectivement pas du tout ici. En tout cas pas sur ce carnet. Voilà, dans aucun de mes scénarios, dans aucun de mes rêves, à mon avis. Par contre, je pense qu'il y a 10-15 ans, donc on dit 25 ans, c'est ça? On est sur Ouais. les 25 ans, très bien. J'ai pas demandé ton âge, hein, t'as vu, oui, j'ai mais été voilà, maintenant on peut extrêmement faire le calcul. J'étais déjà, en tout cas, dans une optique d'engagement militant politique. Okay. C'est-à-dire que, en fait, sans le vouloir, je crois que je faisais un peu de la politique dans à peu près tout ce que je faisais. Dans ma manière de vivre, dans ma manière de vivre avec mes amis, de consommer ou de ne pas consommer. Et puis, dans ma manière de travailler, d'enseigner. C'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je reçois pas mal de messages d'anciens étudiants qui me disent... Qui se rappellent t'avoir eu en cours voilà, déjà, ce qui est déjà bien. Ouais. C'est ça, qui dit c'est super, on est content de vous voir là où vous êtes maintenant. Et ça nous étonne pas parce que vous avez toujours été super engagés à porter vos valeurs, à expliquer pourquoi vous portiez vos valeurs. Bah donc de manière assez consciente que tu portais ces valeurs ou c'était plus inconsciemment en regardant, en rétropédalant, tu dis ah mais ça ce que j'ai fait en fait c'est parce que je défendais ça. Mais je pense que par exemple, être enseignant, c'est vraiment déjà un engagement de se dire, en fait, on a envie de construire la société de demain, parce qu'on s'occupe des enfants, on s'occupe des jeunes, on s'occupe de les former. Et le fait de faire ça, c'est vrai que quand je donnais cours, j'adorais, j'étais prof de français, et donc on travaillait, par exemple, en secondaire très fort sur l'argumentation. Bon, bah c'était super, parce que on passait notre temps à mettre en débat des sujets de société, et c'était très, très agréable. Et je pense que c'est ça, en fait, que les étudiants me renvoient aujourd'hui, soit quand ils étaient en secondaire avec moi, soit en haute école, j'aimais bien utiliser dans mes cours la possibilité de leur donner de la place pour construire leur point de vue, pour faire débat avec eux. Je trouvais ça très important que eux-mêmes puissent se construire des outils, puissent réfléchir à la société qu'ils avaient envie de construire eux-mêmes. Et donc, je crois que je faisais déjà un peu... cet exercice-là de faire en sorte qu'on collectivement on pense ensemble le monde qu'on veut, quoi. Ouais, tu parles beaucoup de justement ces valeurs que tu portais quand tu étais enseignante, que tu veux toujours porter maintenant. C'est quoi pour toi ces valeurs, en tout cas les valeurs les plus importantes que tu veux défendre aujourd'hui dans notre société? Moi, ce qui me rend vraiment dingue, c'est les questions des rapports de domination et d'inégalité. Vraiment, ça m'a toujours particulièrement mise en colère. Et cette colère, j'ai pas envie de la vivre comme je suis fâchée, je suis en colère, et donc d'être... Voilà, le fait d'agir comme on le fait, de pouvoir construire ensemble, de faire des choses, et d'être vraiment dans l'action, ça me permet de transformer cette colère en quelque chose de productif, d'actif, de constructif, parce que vraiment les rapports de domination, le mépris, l'exclusion, le fait de pas reconnaître que des personnes naissent dans des environnements qui sont hyper compliqués et que leur vie va être hyper compliquée tout le temps et qui vont vivre des obstacles et des obstacles tout au long de leur vie, alors que d'autres vivent dans des environnements beaucoup plus privilégiés. Et je suis consciente que je fais partie de personnes qui sont nées dans des environnements de privilèges qui coûtent à d'autres, en fait. Et donc, de se dire, il faut qu'on puisse déconstruire tout ça parce qu'on peut vraiment changer de modèle, faire en sorte de rééquilibrer ça, de partager les richesses, de réorganiser la redistribution par des moyens qui existent, par des moyens de fiscalité, par des moyens de protection sociale. Je pense vraiment que c'est, en tout cas, tant que j'arrive à me battre pour ça, au moins je me sens active là-dessus. Et qui par ailleurs, et ça c'est pour ça que c'est chez Écolo, par exemple, parce que là on pourrait se dire c'est un discours qui est pas social, lié à l'environnement, voilà, c'est de se dire en fait aussi
ces inégalités qui se creusent complètement, ces rapports de domination sont à l'avantage de, moi ce que j'aime bien reprendre comme terme, de ces prédateurs, ces personnes qui ont en main les ressources économiques pour prendre en main la société, les ressources, l'économie, etc., que ça arrange bien et qui se disent et qui sont fort peu préoccupés par les questions d'environnement et de climat et de conséquences de leurs actes sur l'ensemble du monde. Et dans les inégalités, ce qui me rend tout aussi dingue, c'est, en fait, en termes d'inégalité, qu'est-ce qu'on voit? Que, en fait, ce sont les personnes les plus vulnérables, les plus précaires, et qui, dans le monde entier, les plus vite touchées par les conséquences du dérèglement climatique, seront toujours les personnes qui sont par ailleurs les plus discriminées et dans des situations les plus précaires. Et donc, en fait, c'est complètement lié. Et donc, ce combat qu'on mène, nous, de lutte contre la culture de la performance, contre la culture de la domination, contre le rapport de force économique, c'est aussi un combat pour lutter pour la protection du vivant, quoi. J'ai préparé une liste de questions pour toi. Est-ce que t'es prête? Oui. Écolo et le PS, c'est la même chose? Non, je pense pas. Du tout. Pourquoi? Parce que la question du productivisme, c'est pas la nôtre. Nous, on est sur un autre type d'économie qui est beaucoup plus circulaire, qui est de l'ordre de la récupération économique, de la transformation et pas de la productivité. Et puis, je pense aussi que, en fait, on est dans une vraie volonté de participation citoyenne, de transparence et de capacité à donner la voix à tout le monde. Interdire les pesticides, ça va tuer les agriculteurs? Non, ça, je pense pas. Ce qui est en train de tuer les agriculteurs aujourd'hui, c'est plutôt l'absence de soutien aux agriculteurs et agricultrices qui tentent d'en finir avec les pesticides. La solution à la crise climatique, c'est la décroissance. Alors, la solution au dérèglement climatique, c'est la remise en question de nos modes de production. Ça, c'est clair. C'est le fait de pouvoir être dans une perspective où on consomme moins, ce qui n'est pas indispensable. Par exemple, typiquement l'énergie. Avoir une maison mieux isolée, c'est avoir une maison qui consomme moins. Je crois que ça arrange tout le monde, en fait. Le train est trop cher en Belgique? Alors, pour le prendre quand même maintenant très souvent, sans abonnement, je pense qu'en fait, il y aurait quand même un travail à faire pour être sûr que tout le monde puisse en tout cas en disposer quand il en a envie. La bouffe bio est trop chère pour la plupart des gens? Alors, ça revient à la question sur l'agriculture. Je pense que vraiment un enjeu essentiel, ça va être de faire en sorte que les agriculteurs et les agricultrices puissent vivre de ce qu'ils produisent au quotidien et de faire en sorte que ces produits soient de qualité et que ces produits puissent aussi être payés par la grande majorité des consommateurs. Donc c'est davantage le pouvoir d'achat qui doit changer. Plus personne ne devrait prendre l'avion? Je pense que c'est impossible de ne plus prendre l'avion parce qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre l'avion pour aller voir leur famille, pour rencontrer leurs proches, pour leur travail. Faut pas faire comme si c'est impossible. Par contre, il y a beaucoup de vols d'avion qu'on pourrait supprimer quand, par exemple, on fait, je sais pas moi, l'île Marseille. Je sais pas si ça existe, on va dire Bruxelles-Marseille. Je crois que l'île Marseille existe. Et l'île Marseille existe. Pense, je sais pas, voilà. Bruxelles-Marseille, par exemple. Bon, alors que le TGV est très confortable, mais le problème, c'est qu'il coûte plus cher. Trop cher. Il faut plafonner les loyers dans les grandes villes. Il faut en tout cas vraiment faire un travail énorme sur la question des loyers dans les grandes villes. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui se voient en fait imposer un mode de vie qu'ils ne souhaitent pas. Par exemple, de déménager alors qu'ils aiment vivre en ville et que c'est pas possible parce qu'ils savent plus payer le loyer en ville. Et ça, c'est un vrai problème. La Belgique doit rompre tous ses liens avec Israël. Alors, je pense que le gouvernement belge a une grande responsabilité personnelle de dire qu'on ne négocie pas, on ne discute plus, on ne fait plus de transactions économiques avec un gouvernement qui ne respecte pas l'état de droit. Le MR est devenu d'extrême droite. Pas mal de personnes au MR dépassent des lignes rouges quotidiennement et je trouve ça très grave parce qu'il y a une banalisation de ce vocabulaire, de ce discours d'extrême droitisation et ceux qui ne le font pas
ne disent pas grand-chose contre. Et donc, pour moi, cette banalisation de l'extrême droite, c'est vraiment un signal et une demande que j'envoie aux progressistes, s'il y en a encore au sein du MR, de dire, ne laissons pas faire ça parce que ça va nous coûter démocratiquement très très cher dans quelques années. Et ça m'inquiète très fort. La politique ne sert plus à rien. Ah si, elle sert quotidiennement, tout le temps, partout, j'en suis convaincue. Les politiciens sont trop payés. Alors les politiciens, ça fait beaucoup de monde, hein, parce que je veux dire, un conseiller communal d'une commune de Frasnes-les-Anvins, il est politicien et il gagne que dalle. Il y a des salaires qui sont trop élevés, oui, ça c'est clair, qu'on pourrait réduire, ça c'est vrai. Les Belges sont trop taxés. Il y a un travail sur la progressivité de la fiscalité en Belgique, pour que les épaules les plus solides contribuent mieux, et pour que les épaules les plus fragiles puissent vivre aussi de manière plus décente. L'école fabrique des inégalités. Alors là, l'école, et c'est vraiment le système. Parce qu'en fait, les enseignants, les enseignantes font en sorte de ne pas reproduire ces inégalités. Ça, j'en suis vraiment fondamentalement convaincue pour en connaître beaucoup. On travaille à ça en permanence. Mais en fait, c'est vrai que ce système, tel qu'il est construit, est un système qui continue à reproduire des inégalités. Si je me trompe pas, maintenant tu habites à Frasnes-les-Anvins, ouais. Je l'ai bien dit, à côté de Ath. Ouais. C'est toujours là que tu as grandi? Alors oui, c'est là que j'ai grandi, mais en fait mes grands-parents ne viennent pas de là. C'est-à-dire que mes parents se sont installés là parce qu'ils ont trouvé une maison dans ce coin-là. Mais mes grands-parents, du côté de ma maman, étaient des flamands de Malines, commerçants. Et mon grand-père avait une entreprise de tissus. Et puis, mes grands-parents paternels, ils venaient de Couvain et ils étaient fermiers. Et donc, ces deux mondes... Ouais, parce que c'est la campagne et la ville. Voilà, alors il y avait Malines, la ville, monde économique oui. plutôt bourgeois, aisé et commerçant. Et puis, Couvain, par contre, là, pas du tout aisé. Voilà, une vraie difficulté économique. Tes parents, ils se clashaient, du coup, parfois, en mode entre choc de classe ou justement, ils ne ressentaient pas tellement. Disons que c'est plutôt qu'ils se sont rencontrés parce qu'en fait, ils se retrouvaient, c'est mai 68. Et mes parents, ils se retrouvent autour de l'idéal communiste. Ok, ouais, donc ils étaient quand même tous les deux révolutionnaires à leur façon. Ouais, voilà. C'est ça qui les a rapprochés. On appelait pas ça un Erasmus, mais à l'époque, ils partent en Pologne parce qu'ils ont envie de voir comment ça se passe la vie en Pologne. Dans donc on a vraiment. Ils ont envie de voir. Période du RSS. Voilà, cette question de la redistribution économique. Elle est chez nous depuis toujours, et cette question du respect de l'environnement, de la terre et du vivant, elle vient probablement de mes grands-parents paternels. Liés à l'agriculture. Voilà, qui sont agriculteurs et qui eux-mêmes se disent... ils nous le disaient, je me souviens, c'était vraiment... le système ne tiendra plus très longtemps. Le système... agricole dans lequel ils étaient, parce qu'ils gagnaient pas bien leur vie par rapport à ça. Ils vivaient pas facilement de leur travail, alors que comme beaucoup de fermiers. Ouais, et toujours maintenant. Ils se sont crevés au travail, voilà. Donc c'est tes parents qui s'installent dans la région de Ath. Là, tu y es toujours. Tu t'es jamais dit. La politique, ça se passe quand même beaucoup à Bruxelles, que tu allais déménager vers là. Non, tu veux rester vraiment là? C'est-à-dire que moi, j'ai vécu 10 ans à Bruxelles, puisque j'y ai fait mes études, et je suis restée une dizaine d'années. J'aime beaucoup Bruxelles. J'y viens quand même beaucoup. J'y ai travaillé, puis j'ai une vie, ma vie sociale, elle est quand même aussi très, très fort située aussi ici. Mais disons que j'ai aussi un mode de vie à Ath et à Frasnes, qui est très social et très agréable à vivre. Moi, j'aime beaucoup effectivement vivre à la campagne. Il y a beaucoup d'éléments qui me plaisent là. Et un truc fou, c'est que je suis venu moi à Frasnes justement il y a quelques semaines où on venait filmer, et je me souviens t'étais sorti de chez toi, et puis on retourne chez toi et ta porte était ouverte, genre t'as la porte de ta maison, et j'étais là où il y a encore ça maintenant. Enfin moi j'habite pas dans la ville non plus, mais je ferme ma porte, genre j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde fait ça. Et là j'étais là, ok, donc il y a quand même encore des endroits où il y a cet esprit de village où
tu laisses ta porte ouverte et c'est pas grave, il va rien se passer, quoi. Ouais, alors après, on me dit parfois, tu laisses un peu trop. Parfois, t'abuses, c'est ça. On me l'a toujours un peu dit. Mais en fait, ouais, c'est marrant que tu fasses cette remarque. Ça fait un peu le citadin qui débarque, alors que vraiment, je le suis pas. Non, mais parce qu'on me l'a déjà dit et on m'a déjà fait la remarque sur le fait que je ne me sécurisais pas beaucoup dans ma vie. J'oublie tout le temps de fermer ma voiture. Ah ok, il y a quand même un truc un peu en toc derrière. Peut-être. J'aime pas, par exemple, je découvre un bureau ici. J'aime pas qu'il soit fermé. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais ouais, la porte elle est tout le temps ouverte. Voilà, je pense que j'aime pas parler mal sur vous dans le couloir. Non, ah non, c'est pas. Je promets que c'est pas pour ça, mais c'est vrai que, par exemple, ma mère, ça la faisait marrer parce que j'ai fait, par exemple, toutes mes études et mes blocus. J'avais une chambre où je pouvais étudier. Et en fait, j'étudiais dans la cuisine. Je pense que je suis tout le temps un peu là où il y a du bruit, où il y a du monde, où il y a de la vie. Ok. J'aime bien ça. Et justement, tes études à Bruxelles, t'étais quel type d'étudiante plutôt? Et là, il y a Big Reveal, j'ai fait mon baptême tous les soirs en TDK. Un peu, ouais. J'étais présidente de baptême en philo. Ah ouais? Oui. En philo? Ouais. À ULB alors? Ouais. Ok. Voilà. Et je salue d'ailleurs tous mes anciens copains de philo. Tes anciens comitards. Et ça s'est bien passé quand même, les études. Alors, donc j'étais pas l'étudiante la plus assidue. J'avoue que souvent j'ai des amis que j'ai toujours, qui sont vraiment devenus des grandes amies qui avaient tendance à venir me chercher en sortie de tournée de cercle en me disant Marie, il faut venir ici parce que c'est un TP, c'est obligatoire. Et donc je mettais ma toche dans mon sac et puis j'allais passer une heure ou deux au cours. Donc ouais, j'ai pas été l'étudiante la plus assidue, mais voilà, disons qu'au fur et à mesure des années, tu t'es assagie quand même. Un peu. Voilà. C'est en quelle année que tu étais Alors moi j'ai été baptisée en 2002 et présidente en 2006. Ok, oui. Donc, en fait, chaque fois que tu arrives quelque part, tu dois être présidente à la fin. C'est ça que j'en retiens. Voilà, ça c'est... Et en fait, disons que il y a plein de choses qu'on peut remettre en question sur les baptêmes. Ouais, surtout à l'époque, parce que maintenant il y a plus de règles, on peut le faire à l'eau. Et je pense que c'est très très bien comme ça. Je pense que effectivement tout le travail lié à la question du consentement et de cette capacité à cet âge-là. Enfin, c'est marrant parce que très vite, moi, quand je suis revenue à des activités de guindaille après. Et j'étais devenue prof, donc en fait... Ah, et tu retournais quand même encore à Bruxelles? En fait, en général, on va 1 an ou 2 ou 3, et on fait les grosses activités. Oui. Le baptême, la Saint-V, voilà. Et on se voit parce que c'est plus, on a envie de revoir nos amis et nos potes de guindaille. Mais là, c'est vrai que quand j'y suis retournée très vite, je me suis dit, ils sont quand même un peu jeunes pour faire tout ça. Et je me disais... c'est jeune, j'étais plus vite inquiète pour eux, enfin je me disais faut faire attention à l'alcool. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on sort de cet environnement, on se dit tiens, il y a un petit décalage, mais disons que par contre, les amis de cette époque-là et les liens sont toujours là et voilà, moi j'ai passé des chouettes moments, donc je renie pas du tout. Mais encore une fois, comme secrétaire d'État, c'était drôle, je reviens du coup 20 ans plus tard et je rencontre la rectrice de l'ULB en tant que secrétaire d'État. Et elle se rappelait de toi? Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais où on parle des baptêmes et de la question, des questions de consentement, de sécurité, etc. Et je trouve ça chouette de l'avoir vécu de l'intérieur pour pouvoir penser le risque, parce que c'est vrai qu'il y a des risques, beaucoup, que c'est un environnement à risque. Et je trouve ça super le travail que la rectrice, par exemple, fait autour de la vie folklorique et de la sécurité autour de la vie folklorique. Et je le soutiens à 100%, parce que je pense que une fête doit rester une fête, et que quand on a 17, 18, on doit pouvoir vivre les choses sereinement sans le lendemain matin se réveiller en se disant qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Tu l'as dit plusieurs fois déjà dans ce qu'on a abordé, c'est une notion de système qu'il faudrait de changer. Tu as aussi parlé d'une école d'une école de la performance où on apprenait aux élèves à être vraiment performants et à être les meilleurs et pas spécialement avoir ces valeurs d'entraide, de coopération. C'est quoi cette performance? C'est quoi ce système qu'il faut changer? Aujourd'hui, on est dans une société qui vit des chocs. Voilà. Ça, c'est incontestable. On est rentré dans une époque où des chocs, des fluctuations, que ça vienne de conflits et de situations démocratiques, en plus quand on a comme ça
des présidents comme Donald Trump, des chefs d'État comme Poutine qui prennent comme ça des décisions complètement dingues qui ont des conséquences absolument catastrophiques sur l'ensemble de la planète, on voit que ça peut arriver. On voit aussi que d'un autre côté, on a des dérèglements climatiques qui vont avoir des conséquences de plus en plus fréquentes sur nos modes de vie. Et que donc, en fait, aujourd'hui, on doit absolument réorienter toute la société sur une capacité à encaisser ces chocs, à les dépasser et à pouvoir être plus agile par rapport à ces situations de vie, ces situations de société. Et donc, ce qu'on a dit, ça passe par des principes importants, c'est si on essaye tous de se sauver tout seul et la loi du plus fort, objectivement, ça ne fonctionnera pas. Ouais, bah, ça fonctionnera pour certains. Ah ben voilà, ça fonctionnera pour les 5 plus forts, mais pas pour les 7 milliards d'êtres humains qui constituent la planète. Et donc, par contre, si on fait preuve, de solidarité et de capacité d'émancipation et de créativité pour toutes et tous, si on se dit collectivement, en fait, on déploie toute une série de mécanismes qui nous permettent de passer les crises, et si on travaille de manière coopérative, donc solidarité, émancipation, coopération, en fait, on peut franchement réorganiser la société différemment et la rendre beaucoup plus robuste, donc beaucoup plus solide. Donc toi, c'est vraiment l'idée que, en fait, si la société, elle réfléchit pas ensemble, comment faire en sorte qu'ensemble, on va savoir justement encaisser ces chocs, c'est qu'on va droit dans le mur, quoi. Ben, là, on le voit avec la crise énergie, par exemple. C'est hyper visible. Et encore, les jours passent. Plus les jours passent et plus on voit des gouvernements qui disent, soit ils proposent des solutions en sachant très bien que l'autre partie du gouvernement va les refuser. Ça, c'est une stratégie qu'on voit très très fort mise en œuvre pour l'instant. Mais il y a pas grande créativité dans les propositions. Quand on amène des propositions créatives en disant, ben franchement, commençons par travailler sur les coopératives d'énergie, travaillons sur le prix des transports en commun pour que ce soit moins cher, et travaillons à des aides plus ciblées sur des publics qui sont plus en difficulté aujourd'hui avec l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Travaillons collectivement à ces solutions-là, pensons collectivement à ces solutions-là, en étant solidaires, en se disant, en fait, au plus on sauve de gens, au plus on aide les gens, en fait, au plus eux-mêmes vont repartir plus facilement dans leurs activités professionnelles de vie, etc. Parce que ne pas aider les gens qui sont précaires, c'est les rendre plus précaires. Et la précarité, en fait, pour sortir de la précarité, c'est vraiment encore plus difficile. Donc, voilà, nous, c'est ce qu'on dit, ça ne sert à rien d'essayer de gagner tout seul, on gagne pas, en fait, tout seul. Et pas longtemps. Pour terminer, on va peut-être parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'école. Si vous regardez ou vous écoutez cet épisode, vous l'avez probablement vu qu'en ce moment, le monde de l'école se mobilise quand même vachement, et ça depuis quelques mois, contre les nouvelles mesures. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, au point que des profs, en fait, aient l'impression qu'ils ne sont plus considérés ? Alors moi, je trouve ça terrible ce qui se passe aujourd'hui, parce que franchement, j'ai pas le souvenir d'avoir autant l'impression qu'on nous méprisait en tant qu'enseignante. Moi, j'ai été enseignante, j'ai été députée, j'ai été secrétaire d'État et maintenant coprésidente. Je peux un peu moins comparer, ça fait que 3 semaines. Mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, dans l'enseignement, ce qui n'est pas simple, c'est qu'on donne une énergie de dingue. J'ai pas du tout l'impression d'avoir moins travaillé comme enseignante qu'après, avec tout ce que j'ai fait. Mais par contre, au niveau de la reconnaissance, c'est terrible, quoi. C'est terrible parce que on s'entend dire assez régulièrement qu'on a beaucoup d'avantages et que c'est pas aussi difficile que ça. Et c'est faux, en fait, parce que quand on est devant une classe, on doit y être à 100%. Tu vas dans une classe en étant un peu fatigué, en ayant un peu trop fait la fête la veille, en étant pas super, voilà, je l'ai tenté. Ça marche pas. Les soirées baptême dont tu parlais, voilà, où tu quand ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on est dans une classe 50 minutes, c'est une énergie de dingue. Donner cours pendant 50 minutes, c'est vachement énergivore en fait, beaucoup plus que de faire une réunion de 50 minutes. Et donc vraiment donner cours, c'est d'une intensité de dingue. Et je pense que quand on l'a jamais fait, on s'en rend pas compte. Et je pense que dans ce gouvernement aujourd'hui,
Enfin, je sais pas s'il y a vraiment des conseillers, des gens dans les cabinets. Je sais pas qui a donné cours dans ces gens qui prennent les décisions aujourd'hui. Mais c'est dingue, ce mépris pour le moment. Un mépris sur la pérennité de l'emploi, sur les questions de remplacement, sur les questions de CDI, sur les 2 heures de cours qu'on pourrait donner en plus, sur les questions de confiance par rapport à l'évaluation. Enfin, tout y passe. On fait la liste, c'est incroyable. Tout y passe. Et en fait, on a l'impression que les personnes qui décident aujourd'hui, elles se rendent absolument pas compte. Donc, effectivement, les enseignants sont très en colère. Je pense à très juste titre. Et ça se voit. En fait, à un moment donné, on peut pas comme ça mépriser les gens qui, quotidiennement, s'occupent de nos enfants, en fait, et donnent toute leur énergie à essayer de faire en sorte qu'ils se construisent un avenir, ces enfants. Enfin, faut se rendre compte, quoi. Et donc... voilà, je comprends vraiment leur colère et j'espère vraiment qu'à un moment donné, le gouvernement va un peu, je sais pas, soit se faire entourer de gens qui connaissent le métier, soit retrouver un peu de raison, quoi. Mais justement, toi, pour le coup, t'as été prof. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, aujourd'hui? Faut refinancer l'enseignement. Faut vraiment refinancer l'enseignement. Ça, c'est 1. 2, redonner de la confiance aux enseignants, les considérer et de la reconnaissance. Et 3, travailler sur le bien-être des enfants et faire en sorte qu'on se rende compte qu'on y mette tous les moyens pour que, à hauteur d'enfants, les écoles et l'enseignement deviennent un espace démocratique, partagé. Dans ce podcast, on termine toujours, le podcast qui s'appelle Le Shift, on termine toujours par cette question. Si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui, tu changerais quoi? Je pense effectivement que un des gros enjeux, ce sont les rapports de domination, de prédateurs, et qu'en fait l'enjeu économique et que les règles du jeu économique doivent pouvoir être sérieusement contestées. Parce que en fait la clé de voûte elle est là, elle est économique. Et ce fonctionnement de capitaliste, productiviste, extractiviste, en fait, il a montré ses limites. Et il faut changer de système, et il faut changer les règles du jeu, quoi. Merci Marie-Colline pour cette discussion où on est un peu allé dans tous les sens, mais oui, j'espère que c'était quand même agréable à écouter. Moi, tout ce que je retiens, c'est que t'as été baptisée et que t'étais chef de, je sais plus comment on dit, présidente de baptême. Présidente de baptême, voilà, c'est quand même une belle info. Je sais pas s'il y a je sais pas si Paul Magnette, Georges-Louis Boucher, Raoul Edebo étaient présidents de baptême, probablement que non. Faudrait leur demander. Peut-être qu'un jour ils viendront aussi dans ce podcast pour le prochain épisode. Je sais pas sur quoi ce sera, mais ce sera cool. Abonnez-vous.